Elle voulait 1 mois de séparation pour voir s'il lui manquerait. Mais après 3 jours, elle a réalisé qui elle. Je crois que j'ai besoin d'1 mois. Ces mots n'ont pas eu l'impact d'une confession. Ils sont tombés comme un texte répété trop de fois devant le miroir. Nathalie était assise en face de moi dans notre salon silencieux. Sa voix, légère comme une plume, était celle qu'elle utilisait pour demander des serviettes supplémentaires au restaurant. Pas de tremblement, pas d'hésitation, juste du calme. 1 mois. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Le bourdonnement du réfrigérateur est soudain devenu la chose la plus bruyante de la pièce. Pour réfléchir, a-t-elle ajouté rapidement. À nous. À moi? Je ne sais pas. Juste pour respirer, Aaron. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens. C'est ce détail qui m'a achevé. Comme si elle voulait voir l'incrédulité me frapper. Personne d'autre n'est impliqué, a-t-elle dit, les mains sagement croisées sur ses genoux comme si elle passait un entretien d'embauche. Il ne s'agit pas de tromperie. J'ai juste besoin de clarté. La clarté. C'était le mot qu'elle avait choisi. Pas l'amour, pas l'espace. La clarté. J'ai hoché la tête lentement, ravalant la chaleur qui montait dans ma poitrine. C'est comme ça que les gens font maintenant, ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne l'attendais. Ils s'offrent des retraites de découverte de soi en s'absentant de leur mariage. Elle a poussé un petit soupir, presque compatissant, comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. Tu te compliques la vie. 1 mois de séparation, pas de dispute, pas de drame. Voyons si nous nous manquons. Je l'ai fixée longuement, assez longtemps pour remarquer comment elle avait déjà préparé son sac, posé près de la porte. Assez longtemps pour réaliser qu'elle n'avait pas scié une seule fois. Nathalie et moi étions mariés depuis 5 ans. Pas encore d'enfants, cependant. Nous en parlions. Nous parlions de beaucoup de choses. L'hypothèque, le camping dans les Rocheuses, une éventuelle entreprise parallèle de vente des meubles que je construisais le week-end. Elle était la planificatrice. J'étais du genre l'antérégulier. Ensemble, nous nous équilibrions. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle est partie ce soir-là avec un baiser sur la joue, comme si elle se rendait à son cours de yoga. Je ne l'ai pas arrêtée. J'aurais dû. 3 jours ont passé. Je me suis occupé. La lessive, les emails, le travail du bois dans le garage, j'ai même réparé le gond qui grinçait sur la porte du cellier dont elle se plaignait toujours. Puis est venu le coup de poing dans le ventre. Je faisais défiler les réseaux sociaux en buvant un café réchauffé dans notre appartement trop silencieux quand une notification est apparue. Nathalie était identifiée sur une photo. Un chalet en montagne, des guirlandes lumineuses, un bain nordique chauffé au bois sous des pins saupoudrés de neige. Et elle était là, Nathalie, souriant contre l'épaule d'un homme que je n'avais jamais vu. Sa main reposait sur la cuisse de Nathalie. Ses yeux à elle, ils avaient l'éclat de l'été. Mes doigts sont devenus froids. J'ai laissé tomber le téléphone sur la table, l'écho de sa chute plus fort que mes propres pensées. Elle avait dit que ce n'était pas à propos de quelqu'un d'autre. Elle m'avait regardé dans les yeux. Je me suis levé trop vite, et la pièce a basculé. C'était comme si la gravité avait changé, comme si tout l'appartement s'était penché sur le côté. Mes jambes étaient raides comme de la pierre, ma poitrine vide. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je suis juste resté assis sur le bord du canapé pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, fixant l'image gravée dans mon cerveau. Chaque pixel un mensonge, chaque sourire une trahison. Ce n'était pas une introspection. C'était une escapade avec un plan de secours. Et alors que le silence pesait sur mes oreilles, j'ai senti quelque chose changer au plus profond de moi. Pas de la rage, pas de la tristesse, quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Elle pensait que j'attendrais. Que je mijoterais dans la confusion pendant qu'elle jouait à la petite maison avec quelqu'un de nouveau. Elle avait mal calculé. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais lui montrer exactement ce que le silence peut dire. 2 jours après que la photo a tout brisé, mon téléphone a vibré. Nathalie, je pense à toi aujourd'hui, nos discussions me manquent. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des émojis en forme de cœur et du soleil comme si rien ne s'était fissuré. Comme si je ne l'avais pas vu blotti contre quelqu'un d'autre, un verre de vin à la main, dans cette escapade montagnarde conçue pour 2. J'ai regardé l'écran, incrédule.
Mon pouce a survolé le bouton de réponse. Pendant une seconde, j'ai imaginé taper ce que je ressentais vraiment. Quelque chose de cinglant, de cruel. Mais je ne l'ai pas fait. Cela lui aurait donné du pouvoir. Au lieu de cela, j'ai tapé lentement, choisissant chaque mot comme un chirurgien avec un scalpel. Moi, et, tu me manques aussi. J'espère que cette distance t'apporte la clarté dont tu avais besoin. Et c'était tout. Pas de ponctuation, pas d'amertume. Parce que la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à construire quelque chose en coulisses. Une autre sorte de clarté. C'est étrange à quelle vitesse la douleur peut se figer en concentration. La première nuit seule, j'ai à peine dormi. Je me suis retourné sous des draps froids, le cœur battant comme un tambour de guerre. Mais dès la deuxième nuit, mon esprit s'est aiguisé. J'ai arrêté de surveiller la porte. J'ai commencé à planifier. Elle voulait de la distance. Je lui donnerais des kilomètres. J'ai regardé autour de l'appartement et j'ai réalisé à quel point il était impeccable maintenant qu'elle était partie. Pas d'élastique à cheveux sur le comptoir. Pas de tasse à moitié pleine près du lit. Juste des surfaces propres et du calme. Ça ne ressemblait pas à un foyer. Ça ressemblait à une salle d'attente. C'est là que j'ai commencé à tout écrire. Pas pour elle, mais pour moi. Mon téléphone s'est rempli de notes, de pensées, presque de vers de poésie. Pas le genre romantique, mais le genre qui fait couler le sang avec des rimes. Je me suis assis près de la fenêtre avec un café, relisant ce que j'avais écrit, le murmurant comme des prières. Ça me donnait une structure, un contrôle. Une ligne à frapper plus fort que les autres, tu n'avais pas besoin d'espace. Tu avais besoin d'un miroir. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Maya. Maya et moi étions allés à l'université ensemble. C'était une vieille amie, le genre qui ne demandait jamais trop, mais se souvenait toujours des anniversaires. Il y a des années, elle était mannequin à temps partiel pendant que je m'essayais à la photographie amateur. Nous nous étions perdus de vue, mais elle suivait toujours mes publications sur le travail du bois. Moi, question bizarre. Tu fais toujours du mannequinat? J'aurais besoin d'un service. Séance photo. Elle a répondu en quelques minutes. Maya, j'ai toujours mes bottes et mon rouge à lèvres. Quel est le concept? Je lui ai dit la vérité. La moitié, en tout cas. Moi, quelque chose qui ressemble à un nouveau départ. Confiance, curiosité, une nouvelle vie. Elle a dit qu'elle était partante. Ce soir-là, Nathalie m'a envoyé un autre message. Cette fois, il y avait une vieille photo de nous au bord d'un lac. Filtrée dans un doux sépia. Nathalie, tu te souviens de ce jour? Moi oui. Chaque seconde. Aucune mention du type du chalet. Aucune trace de culpabilité. J'ai répondu par un simple « oui », de bons souvenirs. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai commencé à réserver le studio. Quelque chose de simple, une toile de fond, un éclairage doux, juste assez pour que cela paraisse intime sans être explicite. J'ai choisi quelques-unes de mes meilleures chemises, dépoussiéré une montre que je n'avais pas portée depuis notre deuxième anniversaire. J'ai emballé l'une de mes pièces en bois, une table basse que j'avais construite en chaîne de récupération, et je l'ai chargée dans le camion. Nathalie voulait faire comme si tout allait bien, envoyer des textos comme si nos vies étaient encore liées, mais elle ne savait pas que chaque mot qu'elle envoyait n'était qu'un fil de plus que je coupais lentement, silencieusement. Elle avait sous-estimé à quel point je pouvais être silencieux quand je décidais de disparaître. Et maintenant, j'avais quelque chose à lui montrer. Pas une crise de colère, pas une menace, juste une seule image soigneusement mise en scène qui dirait tout ce que je ne disais pas. Le studio photo sentait les ampoules halogènes chaudes et quelque chose de légèrement sucré. Peut-être le parfum que Maya avait vaporisé sur son écharpe. Elle est entrée avec un sac de sport en bandoulière et un regard qui disait qu'elle était là pour plus que du plaisir. Elle était là pour m'aider à marquer un point. Tu as l'air d'un homme en mission, a-t-elle dit en posant le sac près d'un banc. Et le cœur brisé, si je ne me trompe pas, j'ai souri. Pas le genre de sourire qui atteint les yeux. Quelque chose comme ça. Maya et moi ne nous étions pas vus depuis des années, mais elle s'est glissée dans le rôle instantanément. Elle avait cette beauté intemporelle, des pommettes saillantes, des yeux expressifs, le genre de calme qui faisait que les gens la remarquaient sans qu'elle essaie. Mais ce dont j'avais besoin d'elle, ce n'était pas le désir. C'était la suggestion. Nous avons commencé simplement.
Moi à l'établi que j'avais apporté, faisant semblant de polir une pièce finie. Maya en arrière-plan, les bras croisés, appuyée contre le mur, souriant d'un air narquois comme si elle connaissait des secrets que personne d'autre ne connaissait. Le photographe était un ancien contact de mes années de freelance. Pas de questions, juste des angles. Les lumières se sont allumées, l'obturateur a cliqué de manière rythmée, et quelque part en moi, j'ai commencé à me sentir vivant. Maya s'est rapprochée pour la série suivante. Sa main a effleuré mon épaule alors que je me penchais en arrière sur le banc, les yeux mi-clos, la bouche entr'ouverte dans ce qui ressemblait délibérément à une satisfaction distraite. Son contact n'était rien, mais la suggestion dans la photo, c'était tout. « Tu veux que je me penche davantage ?» a-t-elle demandé, juste à côté de mon oreille. J'ai fait un petit signe de tête, juste assez pour la faire douter. Nous ne nous sommes pas embrassés, pas touchés au-delà d'un effleurement d'épaule ou d'un regard occasionnel. Mais les images que nous avons créées ensemble semblaient intimes, chargées. Chaque cliché murmurait une histoire que Nathalie ne pourrait pas ignorer. Nous en avons pris quelques-unes dans la ruelle arrière aussi. Mur de briques sales. Moi tenant un café. Maya riant de quelque chose juste hors du cadre. Ça avait l'air réel, et je savais que Nathalie y croirait. Quand ce fut terminé, j'ai parcouru les clichés sur le moniteur. L'un d'eux m'a particulièrement frappé. Maya derrière moi, son menton planant près de mon épaule pendant que je regardais directement l'objectif. Stoïque, illisible, ni triste, ni brisé, juste parti. Parfait, ai-je murmuré. Maya a jeté un coup d'œil. Il ne s'agit pas seulement d'elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai expiré lentement et je me suis penché en avant sur mon siège. Il s'agit pour moi de savoir que j'ai encore de l'importance. Elle a hoché la tête, et c'en était fini. De retour à l'appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai téléchargé 3 photos sur mon profil public. Pas de légende, pas de contexte, juste une grenade silencieuse roulée sur le paillasson numérique de Nathalie. Je connaissais sa routine. Le samedi matin, café au lit, faisant défiler les actualités d'un doigt tout en équilibrant sa tasse dans l'autre main. J'imagine le moment où elle les a vues, son pouce se figeant en plein balayage, l'expression glissant de son visage. J'ai attendu. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Nathalie, c'est qui, elle? Je n'ai pas répondu. 5 minutes ont passé. Nathalie, tu as l'air différent. Confiant. C'est nouveau. Une autre pause. Puis elle a joué la carte qu'elle sortait toujours quand les choses lui échappaient. Nathalie, tu me manques pour de vrai. J'ai fixé l'écran. Ma réponse fut chirurgicale. Moi, je rencontre de nouvelles personnes, moi aussi. La distance fait des merveilles, hein? Elle n'a pas répondu pendant 1 heure, mais quand elle l'a fait, son ton était complètement différent. Nathalie, peut-être qu'on devrait parler. Pas maintenant, juste bientôt. Je suis contente pour toi. Tu as l'air bien. C'était sa façon d'essayer d'adoucir le coup qu'elle pensait m'avoir porté il y a des semaines. Mais maintenant, c'était elle qui se tenait dans le cratère, et je n'avais même pas encore allumé le feu. Le premier signe que Nathalie commençait à perdre pied n'est pas venu sous la forme d'un appel téléphonique dramatique ou d'un message larmoyant. Il est venu sous la forme d'un commentaire soigneusement formulé sous l'une de mes photos. Drôle, j'ai toujours adoré cette chemise sur toi. Elle essayait de paraître décontractée, mais je la connaissais. Ce n'était pas un compliment. C'était une sonde, un test pour voir à quel point j'étais vraiment parti. Je n'ai pas répondu. Ni à ça, ni à la série de messages vagues qui ont suivi. Le mardi, elle a envoyé une vidéo d'un chien que nous avions vu une fois à une foire de rue. Un bulldog ridicule portant un tutu. C'était notre blague privée, autrefois. Plus maintenant. Ces textos sont devenus plus fréquents après ça, mais toujours enrobés de soie. Nathalie, tu rayonnes ces derniers temps. Contente pour toi, je crois. Nathalie, c'est étrange de dormir seule. Nathalie, les nouvelles photos, c'est du sérieux ou juste une passade? Je n'ai donné que des réponses neutres. Le genre qui disait, j'ai tourné la page, mais pas, je veux te faire du mal, parce que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Je voulais juste qu'elle reste avec la même incertitude qu'elle m'avait laissée il y a 3 semaines. Qu'elle vive dans cette douleur. Qu'elle sente le poids froid du « et si » peser sur sa colonne vertébrale à minuit.
Puis le jeudi est arrivé. Elle a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, mon écran s'est rallumé. Nathalie, Aaron, je sais qu'on avait dit un mois, et je respecte ça. Vraiment. J'ai juste pensé qu'on pourrait peut-être se voir, juste pour parler. Rien de lourd. Je me suis penché en arrière sur le canapé, fixant le message comme s'il s'agissait d'une relique fragile de notre vie passée. C'était poli, sur la réserve. Mais sous toute cette assurance, je pouvais entendre la tension. Elle était en train de craquer. J'ai attendu 10 minutes avant de répondre. Moi, je pense qu'on devrait terminer le mois comme tu l'as dit. Pas de précipitation. Je suis toujours en quête de clarté. Elle l'a lu instantanément. Pas de point de saisie, juste le silence. Et ça m'a tout dit. La femme qui s'était aventurée avec confiance dans l'espace était revenue au bord de la falaise. Et maintenant, elle regardait en bas, réalisant qu'elle avait peut-être sauté sans parachute. Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto. Juste une ligne. Nathalie, bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et puis rien. Pas d'émoji, pas d'appât aguicheur, juste une phrase tendue au-dessus d'un mensonge qu'elle n'arrivait plus tout à fait à dissimuler. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé courir, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Le froid me piquait les poumons, le bitume était dur sous mes chaussures. C'était bon, vif, vivant. En rentrant, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone par habitude. Elle n'avait pas écrit. C'était le premier jour en 2 semaines qu'elle ne m'avait pas contacté. J'ai souri, parce que je savais qu'elle ne me donnait plus d'espace. Elle attendait et se demandait ce qui allait suivre. Samedi matin, j'ai plié le tapis de yoga de Nathalie dans son vieux sac en toile et j'ai conduit 20 minutes jusqu'à chez ses parents. Le sac était assis sur le siège passager comme un passager silencieux. À l'intérieur, il y avait quelques-uns de ses livres, son pull ample préféré et une recette manuscrite de sa mère qu'elle avait l'habitude de scotcher sur le frigo. Je ne lui avais pas dit que je venais. Son père a ouvert la porte, encore en pantoufles. Les nouvelles du matin bourdonnaient derrière lui, et l'odeur du café flottait dans l'entrée. Sa posture s'est redressée quand il m'a vu. « Aaron » a-t-il dit, surpris mais chaleureux. « Je ne m'attendais pas à te voir, mon garçon. Je voulais juste déposer quelques affaires, ai-je dit en tendant le sac. Elle les a laissées. Il a hoché la tête, s'écartant pour me laisser entrer. La maison était exactement la même, mur beige doux, citation brodée encadrée, une légère odeur de nettoyant au citron. « Je peux monter ça dans sa chambre » a-t-il offert en tendant la main vers le sac. J'ai hésité, puis j'ai souri légèrement. Elle a dû bien profiter de ce voyage au chalet, hein. Il a cligné des yeux. Le quoi? Mon sourire n'a pas changé. Tu sais, le chalet avait l'air magnifique. Vue sur la montagne, bain nordique, guirlande lumineuse. J'ai laissé les mots atterrir lentement, comme la pluie s'infiltrant dans le béton. Elle avait l'air vraiment heureuse sur les photos. Il n'a pas répondu tout de suite, se contentant de tenir le sac un peu plus fermement. Sa mâchoire s'est contractée. Ah, ce voyage, a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. Il y a eu un silence entre nous, un silence lourd et complice. Je m'assurerai qu'elle les reçoive, a-t-il dit, la voix tendue. Merci de les avoir apportés. Je suis parti sans un mot de plus. Cette graine n'avait pas besoin d'être arrosée. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon avec une bière, regardant le soleil glisser le long des bâtiments comme s'il évitait le contact visuel. Le ciel a pris la même teinte orange brûlé qui, autrefois, poussait Nathalie à sortir son téléphone pour prendre trop de photos. C'est drôle, je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle m'avait envoyé un coucher de soleil. À 21h04, elle a reposté un poème dans sa story. Une photo d'une écriture cursive délicate sur du parchemin, superposée à une photo en noir et blanc d'un couple assis aux extrémités opposées d'un banc. Tu ne sauras jamais la façon dont je te pleure en me tenant juste à côté de toi. Elle l'a tagué tellement vrai. Elle n'avait aucune idée que je l'avais écrit plus tôt cette semaine-là. Je le lui avais envoyé anonymement via l'un de ses comptes littéraires qu'elle suivait. Elle pensait que c'était juste une autre citation mélancolique d'un étranger au cœur brisé. Et la voilà qui le partageait fièrement, diffusant ma silencieuse accusation à ses centaines d'abonnés comme si elle lui appartenait. J'ai ri sous cape, pas amer, juste amusé par l'ironie. Elle cherchait du sens partout maintenant.
Et elle ne réalisait pas que le miroir qu'elle tenait était le mien. Le poème avait été le coup le plus doux d'une série de gestes silencieux. Chaque réponse que je lui donnais était conçue avec précision. Chaque photo, chaque pose dans la communication, tout avait une forme. Je ne me battais pas contre elle. Je la guidais vers une prise de conscience que je n'avais plus besoin de formuler. Ce soir-là, elle m'a de nouveau envoyé un texto. Nathalie, tu as parfois l'impression que le silence est plus bruyant que lorsque nous nous disputions? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé le message, le relisant jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis j'ai tapé lentement. Moi, certains silences en disent plus que n'importe quel cri. Aucune réponse n'est venue, juste les points de saisie clignotants. Puis ils ont disparu. J'ai posé le téléphone et je suis allé dans la chambre, éteignant la lumière derrière moi. Elle commençait à sentir le poids de l'absence maintenant. Pas seulement de la mienne, mais de la version de moi qui avait l'habitude de la poursuivre, de la supplier de parler, de briser le silence en premier. Et cette version-là avait disparu. Je ne m'attendais pas à ce que le père de Nathalie m'appelle. C'était en fin d'après-midi, un lundi, et j'étais en train de poncer une table basse dans le garage quand mon téléphone a vibré. L'écran affichait son nom et pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être une erreur de numéro, mais quand j'ai répondu, sa voix était posée, mesurée, trop contrôlée pour être décontractée. « Aaron, a-t-il dit, tu as un moment ?»« Bien sûr, ai-je répondu, posant la ponceuse et m'essuyant les mains sur un chiffon. « Tout va bien ?» Il y a eu une pause, un bruissement de mouvement à l'autre bout du fil. « Je voulais juste te dire merci d'avoir été honnête à propos du voyage. » Je n'ai pas parlé. Elle nous a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a dit que c'était pour son développement personnel, sa clarté, toutes ses bêtises introspectives, a-t-il marmonné, sa voix empreinte d'une déception contenue. Elle n'a mentionné personne d'autre. Et certainement pas un chalet. J'ai attendu. Je n'avais rien besoin de dire. Nous l'avons mieux élevé que ça, a-t-il continué. Ou c'est ce que nous pensions. J'entendais le tintement d'une tasse de café. Peut-être le bruit d'une page de journal qu'on tourne. Elle a été différente ces derniers temps. Nerveuse, elle nous évite. Je suis resté silencieux. Le silence faisait partie du plan. Et maintenant, je comprends pourquoi. C'est alors qu'il a dit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui m'a pris au dépourvu. J'ai toujours pensé que tu étais le plus émotif des deux, le silencieux, mais stable. Je me disais que si les choses tournaient mal entre vous, ce serait parce que tu n'aurais pas réussi à tenir bon. Une pause. Je vois maintenant que c'est peut-être parce que tu as finalement lâché prise. Il n'a pas attendu de réponse, c'est juste racler la gorge et a ajouté, quoi qu'il en soit, je voulais juste que tu saches que nous pensons à toi. Quand il a raccroché, je suis resté assis un moment, le téléphone posé sur ma cuisse. C'est étrange comme parfois la justification ne vient pas dans un cri ou sous les projecteurs. Parfois, elle arrive dans la voix d'un père qui essaie de comprendre les choix de sa fille. Ce soir-là, j'ai tapé un poème. Je ne l'ai pas envoyé, je ne l'ai pas publié. Je l'ai juste enregistré dans mes notes. On peut aimer quelqu'un et quand même partir. On peut savoir qu'il ment et quand même sourire. On peut être silencieux et quand même être celui qui contrôle. Le lendemain matin, je suis allé au café du coin, près de notre appartement. Le barista, un gars nommé Théo, m'a reconnu et a montré une tasse à emporter déjà prête. Comme d'habitude, a-t-il souri. Et quelqu'un a laissé ça pour toi. Il m'a tendu une petite enveloppe, fine, de couleur crème, sans nom. À l'intérieur, un morceau de papier plié, de l'écriture de Nathalie. Serait-ce fou si je disais que tu me manques plus maintenant que lorsque nous vivions sous le même toit? Je l'ai plié une fois, l'ai glissé dans ma poche arrière et suis parti sans répondre. Elle essayait de revenir, non pas parce qu'elle regrettait sa décision, du moins pas entièrement, mais parce que la version de moi qu'elle s'attendait à trouver brisée avait cessé de se manifester. Je suis passé devant un fleuriste sur le chemin du retour et j'ai regardé l'étalage de bouquets. Des pivoines, ses préférés, rose pâle. J'ai envisagé d'en acheter un bouquet, non pas pour l'offrir, mais pour les regarder se faner sur mon propre comptoir. Au lieu de cela, j'ai continué mon chemin. Ce soir-là, je lui ai envoyé un seul message. Moi, tu as toujours ta clé. S'il te plaît, dépose-la dans la boîte aux lettres cette semaine. C'était la première fois que je ne signais pas un message de mon nom. Pas de chaleur, pas d'hostilité,
juste des limites écrites avec des bornettes. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Nathalie, est-ce vraiment comme ça que ça se termine? Je n'ai pas répondu. Certaines choses ne méritent pas de ponctuation. Et ça. Ce n'était pas la fin. C'était le milieu de sa prise de conscience. Le tremblement de terre qui commence lentement avant que les murs ne se fissurent. 2 jours plus tard, elle a reposté une autre citation. Cette fois, c'était la mienne. Une que je n'avais pas publiée publiquement, juste un texte subtil que j'avais envoyé via une soumission privée sous un pseudonyme à l'un de ses contes de poésie qu'elle adorait. Elle l'a partagé dans sa story avec 3 émojis de cœur rouge. On peut trahir quelqu'un et quand même désirer son réconfort. Mais n'appelez pas ça de l'amour. J'étais assis sur mon canapé, mon café refroidissant à côté de moi, regardant son nom clignoter dans mes notifications comme un papillon de nuit se cognant contre la même moustiquaire qu'elle avait autrefois verrouillée. L'ironie, c'est qu'elle ne réalisait toujours pas que ça parlait d'elle. Les mots m'étaient venus il y a une semaine, alors que je ne pouvais pas dormir et que je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans l'appartement pieds nus, chaque pas résonnant sur le parquet silencieux comme les secondes qui s'égrenaient vers quelque chose d'inévitable. Cette nuit-là, j'ai tapé jusqu'à l'aube. Et maintenant, elle l'avait adopté comme son hymne. Je n'ai pas réagi. Je l'ai laissé continuer à croire que c'était juste une autre citation de quelqu'un qui comprenait. Ce soir-là, j'ai sorti le vieil appareil photo, celui qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans. À l'époque, elle disait qu'elle aimait ma façon de voir le monde. Des bords doux, des ombres audacieuses, avait-elle dit. J'ai installé un retardateur, juste moi sur l'escalier de secours, les lumières de la ville derrière moi, le menton levé comme si peu m'importait que le ciel tombe ou non. Je l'ai posté avec une légende qui disait simplement « Certains fantômes ne hantent pas. Ils observent ». Dans l'heure qui a suivi, elle m'a envoyé un message. « Nathalie, cette dernière photo, tu as l'air fort, silencieux, comme si tu avais trouvé quelque chose. » J'ai fixé son message pendant un long moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je n'avais aucune envie de le dire. Au lieu de cela, je suis retourné à la photo, je l'ai regardée à nouveau, et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait raison. J'avais l'air fort. Mais ce n'était pas de la force que j'avais trouvée. C'était la paix. Ce genre de paix inhabituelle qui ne vient pas de la vengeance ou d'une relation pansement, mais de la récupération de son souffle après que quelqu'un ait passé des mois à vous le voler sans même que vous vous en rendiez compte. L'après-midi suivant, j'ai déposé une pile de ses vieux journaux intimes à sa porte. Pas de coup à la porte, juste un mot glissé dans le premier. Je pensais que tu aurais peut-être besoin de te souvenir de qui tu étais avant tout ça. Elle ne m'a pas envoyé de message, mais je savais qu'elle les avait vus car le lendemain, je l'ai vu poster une photo d'une page blanche dans un nouveau journal. Pas de légende, juste un stylo à côté. La fille qui avait dit qu'elle avait besoin d'espace avait enfin cessé de le remplir de distractions et commençait à faire face au silence qu'elle pensait être facile. Je n'avais pas besoin de réponse, car je savais que le miroir lui avait enfin été rendu et qu'elle commençait à voir. Il était un peu plus de 22 heures quand je l'ai entendu. Un coup doux et incertain. 3 légers coups, hésitants, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre d'être à la bonne adresse. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Nathalie se tenait là, les bras étroitement croisés sur un cardigan beige que je n'avais pas vu depuis des années. Ses cheveux étaient attachés en désordre, pas coiffés comme elle le faisait quand elle voulait avoir le contrôle. Pas de maquillage, juste elle, brute et exposée sous la faible lumière du couloir. Elle n'a pas parlé au début, se contentant de me fixer comme si elle attendait que quelque chose fonde sur mon visage. Peut-être le pardon, peut-être la colère. Je ne lui ai rien donné. Sa voix était à peine un murmure. J'ai rompu avec lui. J'ai hoché la tête, ma main toujours sur le cadre de la porte. Elle s'est approchée. Ce n'était pas ce que je pensais. Ça ne voulait rien dire. Pas vraiment. J'ai laissé le silence planer entre nous. Pas par cruauté, juste pour lui donner l'espace d'entendre ses propres mots. Nathalie a regardé autour d'elle, évitant mon regard. J'étais confuse. Je pensais que j'avais besoin de faire le point. Mais quand je t'ai vu t'éloigner, changer, ça m'a fait peur. Elle tremblait. Pas de façon dramatique, mais de la manière subtile dont les gens le font quand ils n'ont plus d'histoire pour se protéger. Je pensais que je pouvais gérer ça, a-t-elle continué. Je pensais que tu attendrais, que tu serais juste là, comme toujours.
Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je me suis trompé, a-t-elle dit, sa voix se brisant sur le dernier mot. Pendant un instant, ses yeux ont cherché de la chaleur dans les miens. Mais je n'avais plus de feu pour la brûler. Seulement de la clarté. Je voulais que tu me manques, a-t-elle murmuré. Au lieu de ça, je t'ai perdu. Celui-là m'a presque atteint. Presque. Je n'attends rien, a-t-elle dit rapidement, comme si elle lisait mon silence. J'avais juste besoin de le dire. Que j'avais tort. Que je suis désolé. Puis elle m'a regardé, pas comme elle le faisait avant quand elle voulait le contrôle ou la validation, mais comme quelqu'un qui demande s'il peut sortir de la tempête une seconde. Je peux entrer? Juste une minute? J'ai marqué une pause, non pas pour les faits, mais parce qu'une partie de moi, profonde, silencieuse, ancienne, voulait dire oui. Mais ensuite, je me suis souvenu de la photo, du chalet, de son sourire qui ne m'était pas destiné. Et je me suis souvenu du goût du café froid et du silence qui s'étirait sur trop de matins. Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Elle a franchi le seuil lentement, comme si elle entrait dans un souvenir. Ses yeux ont balayé l'appartement. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Elle s'est assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. Je suis resté debout. Je voulais juste le dire en personne, a-t-elle murmuré. J'ai été hanté par la façon dont ça s'est terminé, ou comment je pensais que ça se terminerait. Mais maintenant. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais aucune n'est tombée. Je vois ce que j'ai fait, et je vois ce que tu es devenu sans moi. Elle a levé les yeux, rencontrant enfin les miens. Tu es entier. Je n'ai pas répondu, parce qu'elle n'avait pas tort. Mais ce n'était pas la même chose que d'être prêt. Et peut-être qu'elle le savait aussi. Elle s'est levée lentement. Je vais y aller. Je l'ai raccompagnée à la porte, non pas par obligation, mais pour garder la ligne claire. Elle s'est arrêtée juste avant de sortir. La lumière du couloir projetait une ombre sur la moitié de son visage. J'espère qu'un jour, nous pourrons reparler. J'ai hoché la tête une fois. Sans promesse. Et puis j'ai fermé la porte. Derrière elle, le couloir a résonné du son de ses pas qui s'éloignaient. À l'intérieur, le silence n'était pas vide. Il était mien. La nuit où elle est partie, je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je suis resté au milieu du salon, l'air lourd de choses non dites. Son parfum flottait encore faiblement, quelque chose de floral, de familier. Autrefois, c'était synonyme de réconfort. Maintenant, ça me rappelait simplement à quel point une personne peut enterrer un mensonge derrière des yeux doux. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé. Juste immobile. Le genre d'immobilité qui vient après une tempête, quand l'air sent la terre et les branches s'arracher et que vous réalisez que tout a changé sans faire de bruit. Le lendemain matin, elle a envoyé un message. Nathalie, merci de m'avoir écouté. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ni en texte, ni en ton. La semaine suivante, elle n'a pas cherché à me recontacter. Peut-être qu'elle me donnait l'espace qu'elle avait promis il y a des mois. Ou peut-être qu'elle comprenait enfin ce que le silence signifiait vraiment quand il n'était pas performatif. Quand il était final. Mais je savais qu'elle n'avait pas fini d'espérer. Elle n'avait pas encore rendu la clé. Et c'était sa dernière menace de conviction. L'illusion finale. Elle s'accrochait à l'idée que peut-être je reviendrais sur ma décision, que je dirais les mots, que j'ouvrirais la porte. Je ne l'ai pas fait. Et puis est venue l'invitation. Exactement 4 semaines après le jour où elle avait fait son sac et m'avait dit qu'elle avait besoin de clarté. C'est arrivé sous la forme d'un message formel, un choix étrange de la part de quelqu'un qui utilisait autrefois des surnoms infantiles et des autocollants en forme de cœur comme ponctuation. Nathalie, dîner, endroit neutre. Sans pression. Juste pour boucler la boucle. Tu le mérites. J'ai fixé le message. Quelque chose semblait répéter. Pas sincère, juste organisé. Une offrande de paix déguisée en conclusion. Mais ça ne m'a pas ébranlé. Je m'y attendais. La dernière lueur d'espoir cherchant de l'oxygène. Alors j'ai dit oui. Non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce qu'il me restait une dernière chose à lui donner. La vérité. Pas en murmure, pas en poésie, mais avec ses propres mots, ses propres confessions. Et je n'aurais pas à en prononcer un seul.
J'ai réservé le dîner, choisi l'endroit, invité les bonnes personnes, chaque décision délibérée, chaque étape silencieuse. Le plan s'est assemblé comme les pièces d'un puzzle, trouvant leur place après des semaines à secouer la boîte. Et quand elle entrerait dans ce restaurant, pleine d'espoir et soignée, les yeux cherchant une réunion tranquille, elle trouverait tout autre chose. Pas de la vengeance, pas de la cruauté, juste la vérité mise à nu et un homme qui n'avait plus besoin de demander pourquoi. Le restaurant était petit, éclairé à la bougie, le genre d'endroit où nous avions l'habitude de fêter nos anniversaires. Musique douce, serviette en lin blanc, un léger bourdonnement de conversation polie. Nathalie est arrivée avec 10 minutes de retard, habillée avec soin dans une tenue douce et neutre. Ses yeux ont balayé la pièce avec un espoir prudent. Puis elle m'a vu, et les autres. 3 de nos amis communs étaient déjà assis à la table. Daniel de son ancien club de lecture, Marcus, un collègue qui en avait trop vu, et Emma, qui nous qualifiait de « couple modèle » à l'époque où tout semblait parfait de l'extérieur. Son sourire a légèrement vacillé, mais elle a fait bonne figure, s'asseyant en face de moi avec un petit « salut » à bout de souffle. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Elle a jeté un coup d'œil aux autres. Je ne savais pas que c'était en groupe. J'ai offert un petit sourire. J'ai pensé que ça pourrait t'aider d'avoir des témoins. Elle a cligné des yeux. Pourquoi? C'est alors que les lumières ont encore baissé et que l'écran que j'avais installé derrière notre table s'est animé. Ça a commencé par des photos, des captures d'écran de ces messages pendant notre mois de séparation. Les textos de fin de soirée, les contradictions, les émojis en forme de cœur envoyés quelques heures après son escapade au chalet. Daniel a couvert sa bouche. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. Nathalie s'est agitée sur sa chaise, murmurant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu. Le diaporama a continué. Un court clip a été diffusé. Le message audio qu'elle avait accidentellement laissé sur ma messagerie vocale. Juste quelques secondes de rire en arrière-plan. La voix d'un homme l'appelant « bébé ». Sa propre voix disant « J'avais besoin de ça ». Mon Dieu, ça fait du bien d'oublier. La pièce est devenue silencieuse. Même les serveurs se sont arrêtés en plein mouvement. Les joues de Nathalie brûlaient. Ses doigts se sont crispés sur le bord de la table. Aaron, arrête, a-t-elle dit, la voix tendue, tremblante. Mais ça n'a pas arrêté. La diapositive finale était un poème, celui qu'elle avait reposté il y a des semaines, celui qu'elle n'a jamais su que j'avais écrit. Il est apparu lentement, chaque ligne remplissant l'écran. On ne perd pas quelqu'un quand il part. On le perd quand il cesse de regarder en arrière. Et en bas, en police claire et nette, écrit par Aaron Wells. Ses yeux se sont posés sur les miens, grands, brisés. Puis, sans un mot, je me suis levé, j'ai sorti une fine enveloppe de ma veste, et je l'ai posée sur la table devant elle. À l'intérieur se trouvait sa clé originale de mon appartement. J'ai changé les serrures la semaine dernière, ai-je dit doucement. Mais je me suis dit que tu aurais peut-être encore besoin de rendre celle-ci pour ta propre conclusion. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai regardé nos amis, chacun silencieux, stupéfait. Puis je me suis retourné vers elle. Merci, ai-je dit tranquillement, pour la clarté. Et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la nuit était fraîche, l'air électrique. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger. Ni en colère, ni brisé. Juste libre. 1 an plus tard, je me tenais en face d'une fresque murale que je ne m'attendais pas à voir. Elle se trouvait sur le côté d'une librairie du centre-ville, une grande brique blanche baignée dans la lumière du début de soirée. Quelqu'un avait peint les mots en larges traits noirs, nets et silencieux sur la texture rugueuse du mur. Certaines personnes ne vous perdent pas. Elles confondent simplement votre silence avec une absence. Et le temps qu'elles comprennent la différence, vous avez déjà fleuri sans elles. En dessous, plus petit mais toujours lisible, il y avait une ligne qui m'a coupé le souffle. Extrait de Non-dit, un recueil de poésie d'Aaron Wells. Je n'avais pas su que la citation prendrait une telle ampleur. Ce qui avait commencé comme une poignée de textes que je griffonnais dans la solitude s'était transformé en un modeste livre auto-publié, un projet dans lequel je m'étais investi pendant les nuits blanches et les matins tachés de café. Je n'en ai pas fait beaucoup la promotion, je ne m'attendais pas à ce qu'il résonne au-delà d'un petit cercle, mais c'est ce qui s'est passé. Il a fait son chemin en ligne, partagé, surligné, répété. Un jour,
j'ai reçu un message d'une amie d'amis qui enseignait l'anglais dans une université locale. Elle m'a dit que ses étudiants me citaient dans des dissertations sur la résilience et le chagrin d'amour. J'ai ri, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que quelque part au fond de moi, je savais que cette histoire signifierait quelque chose, même si ce n'était que pour moi. Le nom de Nathalie n'était pas dans le livre, pas directement, mais dans les remerciements, enfouis entre des lignes de gratitude et des clins d'œil discrets aux personnes qui m'ont aidé à guérir, j'ai écrit, à celle qui a demandé de l'espace, tu m'as donné plus de place que je n'en ai jamais eu besoin. Merci de m'avoir montré tout ce qui pouvait y pousser. J'ai entendu dire qu'elle avait vu la fresque. Un ami m'a dit qu'elle était passée devant en se rendant à un nouveau travail. Elle est restée là quelques minutes. L'a lu 2 fois. N'a pas pris de photos. N'a pas publié de réaction. A juste regardé et est partie. Ils ont dit qu'elle avait l'air défaite, pas dévastée, juste à vif, d'une manière qui vient de la reconnaissance que quelque chose que vous avez autrefois rejeté est maintenant gravé dans la pierre pour que d'autres l'admirent. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis la nuit de ce dîner. Elle n'a jamais rendu la clé. Elle n'en avait pas besoin. J'avais changé les serrures de toutes les manières qui comptaient. Maintenant, quand les gens me demandent ce qui a inspiré le livre, je ne leur donne pas toute l'histoire, juste un sourire et une seule ligne. Tout a commencé avec quelqu'un qui avait besoin d'espace. Et parfois, s'ils insistent, j'ajoute, elle a eu son moi. J'ai eu tout le reste. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage. Si vous avez ressenti quelque chose, quoi que ce soit, en cours de route, j'aimerais savoir ce que c'était. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, ou identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre que la guérison est silencieuse mais puissante.